Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans une nouvelle émission Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je vais du côté du Portugal et en même temps de la Belgique puisque je reçois Wendy Nazaré. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Et de la Belgique, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, je suis en Belgique. Et oui, donc c'est mais, pour ça. Non, mais d'habitude, je vis au Portugal, pardon. Et ouais, je suis belge, mais je réside au Portugal. J'ai la chance de résider au Portugal. Mais je suis pour le moment, pour la promotion de mon nouvel album, je suis en Belgique. Quelle chance de vivre au Portugal. C'est vrai qu'on a de la chance, je sais pas. En tout cas, on aime être là-bas, ouais. Alors, évidemment, on est là pour parler de musique, comme tu l'as dit, puisque tu as sorti ton nouvel album. Il est même accompagné d'un livre. Alors, ils sont complémentaires. Ils sont pas indissociables, et ça, il faut le dire. On peut que acheter le livre, que acheter l'album. Moi, je vous conseille d'avoir les deux. C'est bien, c'est mieux. Oui, mais de toute façon, si la personne qui achète le livre aura les QR codes pour écouter l'album également. Donc ouais, en fait, finalement, le livre, c'est un peu l'objet physique de ce projet. J'ai envie de dire, même si oui, les deux sont complémentaires, mais j'ai pas écrit les chansons pour le livre, et puis j'ai écrit ce livre sans penser aux chansons. Et puis en fait, après en terminant ce livre, je me suis dit même c'est incroyable parce qu'en fait, j'ai plein de chansons qui sont liées aux histoires de ce livre que j'ai écrit depuis des années, et j'ai décidé en fait de réunir les deux projets. Et du coup, ce qui est très très comique, aussi dans l'histoire de ce projet, c'est que je pensais sortir un album il y a quelques années qui s'appelait Tree en anglais. Après avoir cheminé dans le nom, j'écris beaucoup de chansons en français, mais c'est pas, je sens quelque chose qui est pas abouti, qui est pas fini. J'ai plein de chansons en anglais, mais je vais aller au bout de ce projet. Et finalement, c'est un album qui s'appelait Tree. Et est venu le confinement, et c'est vrai que je me suis mis dans l'écriture de ce bouquin. Et en terminant finalement le bouquin, le titre du livre m'est apparu. C'était Les Flamboyants Bleus, qui est le nom du jacaranda dans un arbre. Et le titre de l'album s'appelle Jacaranda. Et donc voilà, en fait, c'est quand même le nom d'un arbre. Et je me dis parfois, comment l'inconscient joue dans tous nos projets artistiques, dans ce qu'on crée, etc. C'est assez incroyable. Et ça m'a surprise en fait en ayant le titre de l'album et le titre du livre, en me disant mais oui, tout est clair maintenant, c'est ça que je devais sortir en fait. Ça a mis des années, ça a pris beaucoup de temps, mais là je suis heureuse et je me sens prête à accoucher de ce bébé là en fait. Ah, avant de parler un petit peu plus du projet, même si t'en as déjà dit et beaucoup, mais on en saura beaucoup plus après. Je voulais savoir quel était ton premier souvenir lié à la musique. C'est drôle parce qu'on me l'a raconté. Je sais pas, je m'en souviens pas, mais on me l'a raconté. Et je devais avoir, j'étais toute petite, je devais avoir 3 ans, et sur un lieu de vacances où nous étions avec mes parents. Et j'imitais Patricia Cass avec Mademoiselle chante le blues. C'est le premier souvenir, en tout cas, qu'on m'a raconté lié à la musique et lié à cette volonté, en tout cas, de vouloir, d'avoir envie de chanter depuis, je sais pas quel âge. Hein, donc voilà, le premier souvenir de musique. C'est ouf. Il me semble que tu joues de la guitare aussi. À quel âge tu as commencé ? Alors après, c'est venu plus tard. C'est vrai que là, j'ai commencé d'abord le piano au solfège avec une prof assez dure qui m'a un peu, hélas, dégoûtée du piano. Pourtant, c'est mon premier instrument et finalement un instrument sur lequel j'aime revenir. Et puis j'ai appris la guitare plutôt d'accompagnement. Et c'est vrai quand j'ai appris la guitare et que j'ai commencé à écrire mes premières chansons, dès que j'ai pu gratter un peu une guitare, ça y est, j'ai sorti mes premières chansons très vite. Et là, j'avais 11 ans. Et c'était quelques mois après avoir appris le deuxième grand secret que j'ai appris sur ma famille. C'est-à-dire que un ami de la famille que j'aimais beaucoup, qui s'appelait José, était en fait mon grand-père. Et donc cet homme que j'aimais beaucoup, c'était une nouvelle incroyable pour moi. J'étais très très heureuse que ce soit mon grand-père à essayer de corriger, de pas le passer avec moi, de me donner une identité portugaise, de découvrir des secrets incroyables, des histoires d'amour incroyables. Mais mon grand-père portugais, il faut savoir qu'il chantait aussi. Il chantait très très bien Mexico notamment.
comique. Et même la chanson, ils chantaient dans leur histoire d'amour un peu interdite, ils venaient chanter au balcon de ma grand-mère des espèces de sérénades comme ça. C'était très romantique. Et donc, quelques mois après avoir appris ce grand secret, j'ai écrit mes premières chansons. Donc, pour moi, ça a toujours été lié. En fait, pas forcément l'envie de chanter, mais le besoin de m'exprimer, de raconter des... Alors, les premières chansons en anglais n'avaient rien à voir avec les secrets et ma famille. Mais j'écrivais sur mes copines, ou pour des chansons pour mes copines, ou pour d'autres choses. Mais sur une nécessité de commencer à m'exprimer et de sortir des émotions de cette façon-là. Et puis quelques années plus tard, j'ai commencé à écrire sur ma famille, c'est plus vers 15-16 ans, en 2002, non, j'avais pas 15 ans, je ne sais plus comment compter, mais j'ai écrit une première chanson en français pour l'anniversaire de mon père, et j'ai pris beaucoup de plaisir à ce moment-là à commencer à écrire en français, et je n'ai pu arrêter vraiment de raconter toutes ces histoires de famille, de secrets de famille, ou de sujets d'actualité qui me touchaient. Mais là, j'ai commencé à comprendre que j'aimais raconter des histoires, à conter des histoires avec des chansons. Donc en fait, en écrivant le livre, c'était juste la suite logique de tout ça. Non, mais sinon, des débuts musicaux aussi, c'est que j'ai très vite aussi rencontré un producteur de musique, très très jeune. Ça, c'est une histoire assez incroyable aussi. Pas beaucoup d'années plus tard, où j'ai écrit mes premières chansons, je devais avoir 12-13 ans. Et j'étais en gros concert des Backstreet Boys avec mes copines qui étaient totalement fans. Et moi, à l'époque, j'étais un petit peu l'électron libre et j'étais un peu déjà dans mon univers, je pense, dans ma tête. Mais j'avais envie de trouver des points communs avec mes copines, donc il fallait que je sois aussi fan des Backstreet Boys, même si j'aime toujours, franchement, leurs chansons qui sont chouettes. Mais à cette époque-là, j'étais pas aussi fanatique qu'elles, mais il fallait bien que je les suive dans leur... C'est un détail qui est important dans l'histoire. Oui. Et je me suis retrouvée au concert, et comme ma copine avait la jambe cassée, j'ai pu passer devant tout le monde avec elle, pas faire la file. Mais la troisième copine qui était un peu plus âgée devait attendre dans la file. Et moi, très naïve, je dis, je vais réserver des places dans un espèce de grand hall de concert avec des milliers de personnes. Et donc, je rentre dans cet énorme stade. Je me dis, mais je ne trouverai jamais mes copines. Après, je me dis, c'est pas possible. Et j'avance. Et on me met un bracelet rouge. Et je suis dans une espèce de demi-cercle devant la scène. Et je comprends pas que je suis dans l'espace VIP. Mais je le comprends pas du tout. Parce que c'est mon premier concert. Je comprends rien. Et donc, j'essaie de sortir de ce petit espace qui est juste des barrières, en fait, qui protègent l'espace. Et j'essaie de retrouver mes copines, je ne les trouve pas. Et puis une fille me dit, mais tiens, tu fais de la musique? Et moi, très naïvement, avec beaucoup de babou, je dis, oui, bien sûr, je fais de la musique. Et elle me dit, bah oui. Je dis, oui, je compose. Elle me dit, ah oui, donc si tu veux, j'ai un ami qui peut t'écouter, qui a un studio. Je fais, ah oui, super. Et du coup, à l'époque, je lui donne le téléphone fixe de mes parents. Et puis moi, j'oublie cette conversation. Mes copines, évidemment, après, ne me parlent plus, parce qu'elles pensent que je suis près de Nick Carter et de Brian Kulm. Et donc, c'est le point de départ de cette cassure amicale. Enfin, j'aurais. Et en fait, quelques jours plus tard, cette fille appelle chez mes parents pendant que je suis à l'école, en disant, mais tiens, est-ce que je peux parler à Wendy ou à monsieur? Puis ma mère dit, mais Wendy est à l'école. C'était un monsieur qui avait un petit home studio à l'époque. Attention, c'était pas quelque chose de courant comme aujourd'hui. C'était des bandes analogiques. Mais quand on se donne rendez-vous parce qu'il habitait plutôt plus près de Bruxelles et mes parents près de la frontière allemande, tout près de Verviers. Et donc on se donne un point de rendez-vous et je dis à mon père, tu viens avec moi, à ma sœur, tu viens avec moi. Et donc quand ce monsieur est sorti de la voiture, c'était un espèce de monsieur sorti des années 50 avec la banane, les poils qui sortent, dans une chemise à fleurs et tout. Et je me suis dit, non, je sors pas de la voiture. Mais finalement, je suis sortie de la voiture et cet homme était très, très bienveillant. Il m'a permis de vivre mes premières expériences studio, d'enregistrer mes compositions. Il a arrangé mes compositions, qui étaient plutôt à l'époque même presque country. Je sais pas d'où vient que j'ai des chansons un peu country comme ça, alors que j'écoutais pas ça à l'époque. Mais peut-être déjà c'était le fait de raconter des histoires, déjà même en anglais.
Et en fait, ce monsieur, je pense qu'il a surtout cru en moi. Et je me dis aujourd'hui, tiens, si ce monsieur passe pas par là, ne croit pas en moi, est-ce que moi, parce que quand on compose et qu'on est jeune, on n'a pas que des expériences comme ça. J'ai vraiment pas eu que ça autour de moi. Il y a beaucoup de gens, ouais, c'est bien. Bon, oui, vous des amis, ouais, mais, ou des gens qui nous critiquent ou qui nous pensent un petit peu bizarres. Donc c'était quelqu'un qui finalement a sans doute joué un rôle important dans la poursuite de ma carrière. D'ailleurs, c'est en 2009, en Belgique, donc dans ton pays de naissance, que tu connais ton premier succès avec ton single Mon Pays. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce single? Est-ce que tu l'as écrit, composé? Je veux tout savoir. Avant d'arriver avec le single Mon Pays, il y a eu beaucoup d'autres aventures musicales, notamment des aventures dans des studios avec des producteurs pas toujours bienveillants, pas toujours équilibrés, j'ai envie de dire, et qui voulaient absolument arranger mes chansons d'une autre façon. Même un monsieur qui me prenait 50% mes droits d'auteur, compositeur, enfin des trucs un peu bizarres. Et puis j'ai même une expérience au Canada, au Québec, où on voulait faire de moi une grande star. Puis après, ces gens m'ont abandonné vraiment comme une vieille recette, vraiment. Enfin, si j'avais voulu abandonner la musique, j'ai eu pas mal d'expériences qui ont tout fait pour que, si j'avais pas cette vraiment volonté au-delà de la reconnaissance ou de vouloir percer, si c'était pas un besoin chez moi, je crois que j'aurais arrêté depuis très très longtemps. Et puis j'ai rencontré en fait mon mari, qui est aujourd'hui mon mari, un peu avant le single Mon Pays, dans un studio. Il s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens autour de moi qui voulaient faire de mes chansons des gros trucs, même proc, pop, qui n'étaient pas ce que je voulais à l'époque. Je voulais quelque chose de plus acoustique. Et donc, on a réussi à me libérer de tout ça. Et on est parti chez un ami à lui en Dordogne pour faire à l'époque, on a fait des chansons comme ça avec des amis, des potes. Notamment à l'époque, par hasard, je vais aussi à Stafford, dans le stage d'écriture de Francis Cabrel, avec un autre ami qui s'appelle Estène, qui est aujourd'hui en fait qui est le compagnon de Cabrel. Enfin, c'est des histoires qui sont liées, mais aujourd'hui c'est des amitiés qui restent, et notamment avec mon mari surtout aussi. Et donc on va à Stafford, et à Stafford je rencontre Arthur Delataille, qui reste un ami avec qui je collabore pas mal. Et il faut savoir moi, quand j'écris des chansons, j'aime bien. Déjà, avant, je ne permettais à personne de rentrer dans cette bulle, même de composition, c'est très compliqué pour moi. Et alors la bulle d'écriture, c'est encore plus compliqué pour moi. Et donc, Arthur Delataille, à Stafford, c'était complexe, vraiment, du coup, pour moi, de composer comme ça, avec d'autres personnes, et de sortir de cette bulle, c'était très, très, très compliqué. Mais il s'est passé une chouette magie, en fait, à Stafford. Et c'est la chanson Mon Pays qui est née là-bas. C'est avec Jérémy Bosson, on a composé la musique, et et Arthur Delataille, il a cette capacité, on s'est devenu un véritable ami, on parle des heures, et il arrive à mettre des mots. J'ai l'impression d'avoir écrit moi-même le texte. Il écrit mes propres mots, quoi. Et comme lui-même avait un passé aussi dans sa famille sur l'exil, je lui ai demandé d'écrire sur ce thème. Et puis cette chanson, c'est devenu une chanson que j'aimais tellement que j'ai décidé de la mettre sur mon album. Il faut savoir un peu qu'à Stafford, à cette époque-là, il voulait pas la faire au spectacle. J'ai dit non, moi si je chante une chanson, c'est que celle-là, il y a que celle-là qui me correspond vraiment. Et donc on la met sur l'album, sur cet album qui devient un album au fur et à mesure qu'on fait ce projet. On se dit mais tiens, on va quand même faire un album de toutes ces chansons, qui devient l'album Pas de pareil, le premier album qui sort en autoproduction en 2008, et puis qui sera repris un an plus tard par Universal. Parce qu'il y a eu la magie à l'époque de MySpace, où j'ai beaucoup de vues et un intérêt un peu de certaines radios, la magie de connaître personne, et qu'une grosse radio belge passe une chanson qui à l'époque un peu de neige, qui sera un single vraiment un peu passé inaperçu, et puis qui est ressorti en fait avec Universal Belgique, et là qui devient un plus gros succès en Belgique en 2009. Alors, en même temps que ce premier succès, tu termines ton master en psychologie clinique à Liège. Est-ce que c'est pas compliqué de faire de la musique en même temps que ces études ? Eh bien, pour moi, non, parce que j'ai toujours fait plusieurs choses dans ma vie à la fois. Et surtout, j'aime bien les challenges et les défis. Et puis, il faut savoir que c'était après des détours où j'avais arrêté mes études. Bon, j'ai fait une année sabbatique en allant au Canada, et avant ça, j'avais fait une autre année d'études dans un autre domaine, en ayant que en tête la musique.
Et puis sur les conseils d'ailleurs de mon grand-père portugais, de ma famille, qui me disait mais fais quand même quelque chose à côté au cas où. Je dis bah oui, mais ok, qu'est-ce que je vais faire à part la musique, qu'est-ce que j'aime? J'ai pas envie de terminer vieille prof de musique frustrée. Et je me suis dit j'aime les gens. L'université, ça va me laisser du temps pour la musique, je me suis dit. Et les gens socio, psycho, un peu au hasard, j'avoue, hein. Un peu au hasard, et j'ai choisi la psycho. Mais en fait, c'était pas du tout un hasard, évidemment, dans mon histoire familiale, etc. Mais surtout, j'ai adoré faire ces études. C'est devenu une passion aussi, la psychologie, la systémique, et aujourd'hui, les neurosciences affectives me passionnent. Et en 2009, je décide évidemment de faire un mémoire encore plus compliqué, de partir à l'étranger pour étudier sur le traumatisme de guerre chez les enfants. Il me fallait des challenges, et donc du coup, je me souviens très bien, je signe le contrat avec Universal en 2009, et puis peu de temps après, je partais dans ce pays à l'étranger où il y avait un temps de guerre, et le gars d'Universal me dit mais je dis tout va bien, et puis quelques mois après, on s'est mariés aussi la même année. C'était une année assez sympa. Tu ne sais pas faire qu'une chose à la fois, toi. Oui, c'est ça. C'est familial. Si les gens, ceux qui vont lire le livre Les Flamboyants Bleus, qui vont comprendre aussi mon histoire familiale, même le fonctionnement de mon père, je veux dire, comprendront. Voilà d'où ça vient. En 2012, tu sors un deuxième album qui est porté par un single qui s'appelle Lisboa, qui est simplement la prononciation portugaise de Lisbonne. Je te propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Ok. Ça fait même pas 20 ans que je te connais et toi tu vois déjà dans mes veines le creux qu'ont laissé les larmes et la distance de 2000 kilomètres. C'est parce que t'as le même gorgée de soleil et de souvenirs qui dansent au rythme des fadours de leurs robes noires et cris immenses. Y a comme un goût de par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant on n'est ni sœur ni amant avec ou sans lendemain. On a ces mêmes grands plats, ces grands hommes qui nous ont marqué au fer. Depuis Salazar, le marquis de Pombal, jusqu'à nos terribles grands-pères. Xerabem, ela já tem sol, cheira a lua, cheira a Lisboa, Xerabem, ela já tem sol, cheira a lua, cheira a Lisboa. Perdu entre la mer et les montagnes mentholées de Sintra, toi tu te repères avec un nuage d'allégria. Ta seule ligne de conduite est de suivre le vent. Et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments, pourvu qu'il t'emporte. Xerabem, ela já tem sol, mas cheira a lua, cheira a Lisboa. Xerabem, ela já tem sol, mas cheira a lua, cheira a Lisboa. T'es rebâti après un séisme pire que l'enfer, plus belle, plus rayonnante, tu nous éclabousses de lumière. Et ça me rassure de savoir que même quand nous ne serons plus là, même juste dans l'air encore, on te sentira. Oh, Xerabem, ela já tem sol,
tem sol, mas cheira a lua, cheira a Lisboa. C'était le titre Lisboa de Wendy Nazaré qui est à mes côtés aujourd'hui. C'est à ce moment-là, si je puis dire en tout cas, que tu rentres dans le cœur des Portugais avec un titre que tu partages avec le chanteur Peps, surtout connu pour son titre Liberta. Oui, alors en fait avec Peps, on s'était croisés pas mal sur des scènes en Belgique en 2009 avec mon pays justement, et on est devenus amis avec mon mari. Mon mari est devenu un ami de Peps et moi aussi. Et c'est vrai que, en fait, le deuxième album, on l'a fait via My Major Company, à une époque où ça devenait compliqué dans le choix parce qu'avec Universal, on a décidé de pas poursuivre ensemble, mais c'est vraiment de commun accord, parce que la tête, enfin, l'équipe qui me suivait, notamment certains avaient été virés, c'était plus toutes les mêmes personnes. Et du coup, c'était plus du tout les mêmes visions, directions qu'on avait, qui à l'époque, quand j'avais signé, étaient juste idylliques. Ouais. Et puis, et du coup, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'on fait? On refait un petit truc de nouveau de notre côté? Ou est-ce qu'on se met sur l'échafaud, on se met sur ma Major Company, un truc que je connais pas du tout? Crowdfunding à l'époque, je ne connais rien. Mais il se trouve qu'en fait, en 3 mois, on a les 100 000 euros. Wow. Et du coup, je me retrouve embarquée dans un truc que je comprends ce que c'est le crowdfunding presque à la fin quand on arrive à voir le truc. Enfin, c'était un peu hallucinant cette histoire. Et donc on choisit de faire. Donc on fait l'album avec les chansons qu'on avait, plein de chansons qu'on avait que j'avais écrites. Notamment là, à partir de ce moment-là aussi, je commence à laisser venir dans ma bulle mon mari dans la composition et à continuer à avoir cette collaboration avec Arthur de temps en temps. Et d'ailleurs sur le dernier album aussi, où il y a quelques textes d'Arthur, mais après des longues conversations, de nouveau j'ai l'impression que c'est moi-même qui écris ces textes. Enfin bref. Et du coup on se retrouve avec cet album qui est l'album Attire d'elle. Et ma Major Company me dit mais tiens, ce serait chouette que tu aies un duo avec quelqu'un un peu connu. Je dis autant faire alors avec quelqu'un avec qui j'ai des atomes crochus que je connais vraiment. Ce sera Peps. J'envoie l'album à Peps et puis écoute une chanson. Est-ce qu'il y aurait une chanson sur laquelle tu te verrais faire un duo? Écoute l'album. Et donc il faut savoir que moi la Lisboa, la chanson à la base, je l'ai écrite plus ou moins. Ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à écrire les premières le couplet, la mélodie du couplet. J'ai commencé à l'écrire chez une amie portugaise, Mélanie Martins, qui a gagné la seule et unique Star Academy belge. et qui est d'origine portugaise, mais qui est toujours une bonne amie d'ailleurs aujourd'hui. Mais du coup, je ne pensais pas du tout créer une chanson en duo. Et je retourne chez moi, dans ma petite chambre, chez moi. À l'époque, je vis à Liège, parce que je termine mes études de psychologie, et donc je vis à Liège, oui. Et du coup, je termine cette chanson, de nouveau remplie de soda de mon grand-père portugais, à une époque où mon cercle d'amis proches ou musicaux en ont un peu marre que je radote tout le temps sur mon grand-père et sur ses histoires. Tu ne changerais pas un peu de thème dans tes musiques? Et donc, pour moi, c'est un peu un subterfuge, mais j'ai besoin, j'ai encore envie d'écrire une chanson là-dessus, j'ai envie. Et de toute façon, j'ai écrit plein de chansons et il y en a plein qui restent dans des tiroirs, qui sont juste un besoin du moment qui est sorti, et voilà. Donc, c'est une chanson très intimiste pour moi. Donc, quand Peps choisit la chanson, il dit, moi, j'aime bien Lisboa pour faire un duo. En plus, j'adore Lisbonne, j'adore le Portugal. Je fais, bon, oui, mais j'étais Lisboa. Et moi, je suis très dubitative. J'écoute, il me dit, oui, viens dans mon studio, chez moi à la maison, on va essayer. Et moi, très dubitative, je dis, oui, on va voir, on va essayer. En me disant, non, ça, c'est ma chanson intimiste pour mon grand-père. Mais en fait, on va en studio et quand il met sa voix dans le refrain, et qui chante avec un accent quand même pas mal, je me dis ouais, quand même ça. Et du coup il a apporté un vrai plus à la chanson, qui est devenu du coup grâce à lui aussi un single, sinon qui aurait jamais été un single. Et donc on fait l'aventure My Major Company. Il faut savoir que My Major Company à l'époque ils font des choix financiers eux-mêmes, ils dirigent un peu, et nous on n'a pas trop de mots à dire là-dessus. Et donc Lisboa à l'époque j'écoutais, moi j'ai envie de faire de Lisboa un single, de faire quelque chose, un clip. Et bon, à l'époque on me dit mais non, tu sais, le portugais c'est pas du tout à la mode en 2010. Donc c'est en 2012. Et je dis je m'en fous, moi je vais faire un clip avec des amis, tant pis, on part à Lisbonne avec Peps, mon mari, un autre ami, et on va s'amuser à faire un petit clip sans trop de budget quoi. Donc on est parti à Lisbonne à une époque où il n'y avait pas trop de touristes, donc on a pu filmer comme on avait envie. On revient, c'est mon mari qui réalise finalement pour la première fois, qui monte pour la première fois un clip. C'est dans l'histoire de mon projet, c'est important parce qu'en fait après il s'est passionné là-dessus et c'est devenu celui qui fait beaucoup d'images pour mon projet.
en plus d'être compositeur, arrangeur de mon projet. Et donc c'est un projet un peu familial. Wade Nazaré, finalement, c'est aussi Christophe Hénin, mon mari, un petit peu beaucoup. Et donc on revient. Et c'est vrai que cette chanson, le clip a eu un impact sur le net, mais aussi par le soutien que m'a donné à l'époque la RTP. C'est un monsieur qui s'appelle João Carlos Calixto, qui est devenu un ami aujourd'hui, mais à l'époque il ne me connaissait pas du tout. Et pour la petite histoire que je raconte dans le livre aussi, c'est mon père, sans me le dire, qui écrit un email à la RTP pour dire: ma fille a fait une chanson sur les Jebois, il faut écouter. Et heureusement qu'il m'a pas dit, je dis: mais papa, elle fait pas ça. Et donc en jouant, il reçoit ça, il dit: mais qu'est-ce que c'est que ça, papa, quand il fait une chanson sur sa fille, mais qu'est-ce que... Et il écoute par sympathie. Et heureusement j'ai la chance qu'il écoute, parce qu'il aurait très bien pu dire: oh, vérité, c'est débile. Et il écoute, et puis il dit: mais tiens, c'est un projet qui semble déjà professionnel et tout, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, par hasard, à ce moment-là, je suis en vacances au Portugal avec mes parents. Puis mon père, du coup, m'avoue ça. Il me dit: écoute, le monsieur veut absolument t'inviter dans une émission RTP. Je fais: ah bon? Et donc, ça s'appelait Poplouza à l'époque. Et je me retrouve à faire aller à RTP, finalement, via presque mon père. Ça. Ce qui est un peu... Dans le milieu, ça se fait pas trop. Hein, je vous le dis aux gens, c'est pas quelque chose qui est très, très bien vu. Mais des fois, le bagou paye, hein, ça arrive, voilà. Mais alors du coup, João, je pensais que l'interview se ferait en anglais parce que moi, à cette époque-là, je ne parle plus portugais parce que mon grand-père est décédé en 2005. C'était l'unique personne avec qui j'ai changé un peu en portugais, qui me motivait dans l'apprentissage de la langue, qui est aujourd'hui très intuitive. Et même si je parle évidemment mieux parce que je vis là-bas aujourd'hui. Et João me dit: non, l'interview c'est pas en anglais, c'est en portugais. Je me retrouve à faire une interview, mais truc horrible. João était très très gentil avec moi. Je baragouine une espèce de portugnole, je sais pas quoi. Mais je fais l'émission. Et de là, en fait, est née vraiment une amitié avec João. Et c'est grâce à lui aussi que le clip est passé sur RTP International. On a été beaucoup divulgué dans la communauté internationale et puis été repris dans une telenovela. C'était une aventure incroyable. J'ai découvert une équipe autour de moi, des attachés de presse au Portugal. Et c'était un truc qui m'a totalement dépassée, que j'avais même pas compris à l'époque. Et c'était assez hallucinant aussi au regard de l'histoire, de mon histoire familiale. Parce qu'il faut savoir, donc, moi, en 2005, je reçois des petites cassettes de mon grand-père qui me raconte toute sa vie et des secrets, l'histoire d'amour un peu interdite entre mes grands-parents, incroyable, hein, digne de film d'Hollywood. Mais moi, mon grand-père, quand il est décédé, c'était très, très douloureux. Il me manquait. C'était perdre une des personnes, je savais que plus personne n'allait m'aimer comme ça dans ma vie. C'était sûr, de par l'histoire, de par le personnage. Et donc, de recevoir l'amour de cette communauté portugaise qui me renvoyait plein de messages, j'avais l'impression de retrouver, de recevoir un petit peu de l'amour, de tout ce qui me manquait du Portugal. Donc, donc pour moi, le raconter, de traduire le livre aussi en portugais, c'était très important pour moi, pour d'expliquer à la communauté portugaise combien leur soutien, pourquoi c'était un truc de dingue pour moi à l'époque. Et toute cette histoire, que le fait que ma chanson était connue au Portugal, a été un truc complètement dingue dans mon histoire, parce que ma grand-mère à l'époque, dans l'histoire, était mariée, un enfant, donc n'a pas été acceptée au Portugal, et je le comprends aujourd'hui, mais dans l'histoire où elle vivait de la violence domestique, où mon grand-père portugais, il s'aimait d'un amour jusqu'à la mort, et donc la famille au Portugal a vraiment empêché. Et donc même à la fin, quand je allais au Portugal, ma grand-mère me disait toujours: belge, mais ça va, tu es bien acceptée au Portugal? Je dis: oui, je suis bien acceptée. Les Portugais sont accueillants. Oui, très accueillants. Et puis moi, ce qui est fou, c'est que je me sens vraiment... J'ai beaucoup d'origine. Il faut savoir que j'ai un grand-père algérien, qui a rencontré une grand-mère d'origine anglaise, du côté de ma mère, et puis mon père qui se pensait belgo-belge, en fait, est belgo-portugais. Mais dans les racines, je me sens le plus proche du Portugal. Et ça a toujours été. Et c'est vrai que ce grand-père portugais, José, a joué un rôle important là-dedans. Comme lui, il a toujours su qu'il avait un fils ou une fille à l'époque. Et il a toujours manqué un petit peu de son premier amour et de tout ça. Donc, quand il nous a retrouvés et quand il a pu créer ce lien directement avec moi, ça a été tout de suite très fort. Même si moi, à l'époque, je ne savais pas que c'était mon grand-père. J'aimais cet homme José qui me donnait un amour.
je comprenais pas. Mais en fait, j'étais le fruit aussi de son premier amour, en fait. Bien sûr. Et donc, c'est des choses que j'ai compris un peu plus grandes. Je t'ai pas demandé, mais comment est-ce que tu imagines un nouveau titre? Est-ce que d'abord tu l'écris? Est-ce que d'abord tu composes, toi? En fait, tout vient en même temps. Ça veut dire que j'ai souvent ma guitare, parce que j'ai plus de vrai piano chez moi. Parce que j'aime bien aussi écrire. J'aimais bien écrire Où es-tu, une chanson qui est quand mon grand-père est décédé. Chez moi, j'ai écrit la chanson Où es-tu au piano, qui devient un single d'ailleurs aujourd'hui au Portugal, qui s'appelle On de Stache. Ça avait beaucoup de sens pour moi de sortir cette chanson-là pour sortir ce projet au Portugal. Mais pour écrire, moi, tout vient en même temps. Et même après, quand on recompose, en fait, par exemple, des musiques avec mon mari, c'est quelque chose qui est toujours parti de ma bulle. Donc, je prends la guitare, je compose la mélodie, les mots, ils viennent tout de suite en anglais ou en français. Et même quand c'est en anglais, c'est quand je réécris, en fait, les chansons avec des amis qui sont dont leur langue maternelle est l'anglais, parce que pour moi, c'est important après d'avoir des textes bien travaillés. Ce n'est pas la langue maternelle l'anglais, donc j'ai besoin de retravailler ça avec des personnes, des amis. Sur cet album, c'est Joshua Jamieson ou Daily Chapel, mais c'est toujours des textes où l'intention de base dans le texte ou des rimes sont déjà là en anglais mais sinon il y a des chansons qui viennent tout d'un coup comme ça, et puis la chanson est écrite comme soit Lisboa, soit Quand tu le pourras, ou Où es-tu, ou d'autres chansons, ou celle du camarade sur un nouvel album, et des chansons comme ça qui viennent tout d'un coup, et pof, la chanson elle est là, et il y a peut-être à changer 1 ou 2 accords mais toute la chanson elle est là, et le texte alors pouf, il vient tout de suite. Et puis il y a d'autres fois où il y a une chanson qui démarre, et je dis à mon mari, viens un peu là, regarde, j'ai ça, je crois que c'est bien. Il me dit, ah ouais, et puis il prend sa guitare, et on repart dans autre chose, dans la musique. Et voilà. Le seul titre qui est venu bizarrement, c'est justement Jacaranda. C'était dans ma voiture, et ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé. J'ai vraiment eu cette mélodie, ce refrain en tête, mais tout de suite avec les paroles du refrain. Et ça m'est venu dans ma voiture. Ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je suis revenue, j'ai enregistré, je dis à mon mari, tiens, c'est bizarre, j'ai eu ça dans ma tête, vraiment. Et on est reparti sur d'autres désaccords, toujours à la guitare, alors. Je le disais, enfin, tu le disais même, toi, en introduction, ton nouvel album Jacaranda est accompagné d'un livre qui s'appelle Les Flamboyants Bleus, qui est juste la traduction finalement de Jacaranda, qui est à la base ton journal intime que tu avais entamé en 2019, si je me trompe pas. À quel moment tu t'es dit que tu allais finalement publier ton journal intime? En fait, mon journal intime, il date d'il y a plus longtemps. Hein. Ça veut dire que moi, j'ai reçu les cassettes de mon grand-père portugais. Donc, je lui avais demandé d'abord de m'écrire ses aventures incroyables et sa vie sur papier. Il n'avait plus la force parce qu'il avait une maladie respiratoire. Et donc, il me l'a dit, pas dit. C'était pas très clair à l'époque, mais en fait, il s'était acheté un dictaphone. Il me racontait, en tout cas, toutes les histoires qui me concernaient sur sa vie, et puis des conseils pour moi. Il a enregistré sa dernière cassette, en fait, quelques jours avant de mourir. C'était assez. Donc, quand j'ai reçu ce matériel-là, c'était très douloureux. D'ailleurs, son frère a hésité à me donner. J'avais 21 ans. Il me dit, je sais pas si je vais te donner ça. C'est très, très. Et puis, je dis, si, tu me les donnes. Je sais très bien ce que c'est. Tu me les donnes. Et donc, quand je suis rentrée, tout de suite, j'ai écouté les premières minutes de la première cassette. Et puis, j'étais à la dernière cassette. Je voulais savoir ce qu'il me disait à la toute fin, pour moi, évidemment. Mais après, j'ai mis beaucoup de temps à être capable, en fait, d'entendre vraiment ça sans être submergée de trop d'émotions. Oui. Et donc, j'ai trouvé une astuce, c'était de retranscrire ces cassettes et de lui répondre dans une espèce de dialogue imaginaire. Et ça, j'ai dû commencer ça plutôt vers 2013. Donc, j'ai reçu ça en 2005. Donc, ça a mis quand même pas mal d'années pour commencer à écouter tout et réécrire. Je me sens en 2013, justement après Lisboa. Est-ce que c'est Lisboa, le succès qui m'a ramené à ça, sans doute. Le fait d'être plus en contact avec la communauté portugaise. Donc j'ai commencé à retranscrire ces cassettes et à lui répondre dans ce dialogue imaginaire sur ce qui se passait dans ma vie, dans la famille. Et donc je me suis retrouvée avec ce matériel pendant le confinement. Mm-hmm. Donc pendant le confinement, ma grand-mère, l'amour de la vie de mon grand-père portugais, ma grand-mère belge est décédée il y a pas très très longtemps.
aussi, et j'ai besoin aussi de reparler dans ce journal intime. J'ai vraiment besoin, et donc j'ouvre ce journal intime vraiment un peu plus. Je le réouvre en fait en 2018 pour je pense pour ressortir cette peine de ma grand-mère qui vient de partir et plein d'autres choses. Et donc je suis un peu déjà là-dedans quand arrive le confinement. Et quand arrive le confinement, comme je pensais sortir, d'ailleurs mon équipe autour de moi devenait complètement dingue, vu que j'ai recommencé mon 3e album en fait en 2015 après la naissance de ma fille. Tout de suite, j'avais cet album en français qui était prêt, puis je me suis dit mais non, c'est pas ça que je dois faire, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas. Faut que j'oublie des chansons en anglais, et donc j'y vais, et puis on fait cet album Tree, mais rien n'arrive par hasard, j'ai envie de dire, et puis et donc le confinement arrive, on se dit on va pas lancer l'album en anglais comme ça, sur lequel on travaille depuis tellement d'années dans le vide. Attendons, on va attendre. Et ce qui est assez incroyable aussi à l'époque, on sort le 2e single qui était Game Over, et on filme ce clip dans les rues de Lisbonne juste avant le confinement. Et les gens ont cru qu'on avait filmé ça pendant le confinement ou après, parce que ça paraissait quasi prophétique. On voit des personnes figées, en fait arrêtées, et moi qui cours dans les rues de Lisbonne. Et donc pendant le confinement, mon père, enfin à la retraite aussi, mon père a des histoires incroyables aussi dans sa vie. L'histoire de rencontre de mes propres parents a été un secret également, avec des histoires d'aventures aussi dignes de films incroyables. Mon père a des histoires c'est un homme très résilient. C'est des histoires sur la résilience aussi. Et donc ça fait des années que je lui demandais aussi, mais tiens, écris-moi un peu aussi tes histoires pour que je puisse avoir d'autres matériels. Si un jour je l'écris, il avait jamais le temps. Donc en fait, il était retraité enfin. Et donc on s'est écrit des emails, moi du Portugal, lui en Belgique, et on s'est écrit pas mal d'emails, et où il me racontait toute sa vie, toutes ses histoires aussi, et puis pas mal de choses qu'il n'avait finalement pas racontées à beaucoup de monde, des détails où des fois il m'envoyait des emails comme ça et tout était un peu emmêlé. Je vais remettre un peu d'ordre dans le temps, et parce qu'il a vécu aussi des choses douloureuses, notamment en Afrique, au Congo, et sur ses retours en Belgique. Et puis c'est devenu aussi un homme important en Belgique, qui a réussi à faire des choses. Et je trouve ça chouette de partager toutes ces histoires pour voir comment le mal peut changer en bien, comment tout est possible dans la vie. Et cette rengaine, c'est quelque chose qui m'a été transmis aussi par mon grand-père portugais, ma grand-mère belge, mon père, ma famille. Tout est possible, toujours, quand tout est noir, tout est possible. D'une seconde à l'autre, tout peut changer. Et donc, j'ai commencé à entremêler toutes ces histoires, comme des pièces de puzzle, en me disant, je vais peut-être en faire un roman. Au final, ce n'est pas un roman. J'ai appelé ça ma biographie subjectivement, biographie familiale subjectivement recomposée, parce que je n'ai fait que redire tout ce qui m'a été transmis. C'est de la transmission orale, mais j'ai voulu aussi respecter ce qui m'a été dit. J'ai pas voulu modifier, amplifier des émotions. Et puis c'est vrai, quand ça m'a été raconté, des retrouvailles qui se sont passées très simplement. Même des amis en me lisant le livre, ils ont dit mais ça s'est passé oui, aussi simple que ça. Et des fois c'est pas comme dans les films. Puis il y a d'autres histoires qui sont encore plus. Ça vraiment arrivé. C'est pire que dans un film où c'est encore plus, où c'est que dans les films. C'est vraiment arrivé aussi. Mais en même temps c'est subjectif. Est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. C'est ce qui m'a été raconté en tout cas. Et puis en terminant vraiment ce récit, je me suis dit mais c'est vrai, j'ai tellement de chansons liées à ces histoires. Et donc du coup là j'ai modifié ce nouvel album en me disant mais il y a plein de chansons que je pensais jamais partager ou que j'avais pas envie de partager au public, finalement qui ont du sens. Aujourd'hui je peux les mettre sur cet album parce qu'elles racontent ces histoires. Puis il y a d'autres chansons que je pensais sortir, c'est pas le moment parce que ça n'a rien à voir avec ces histoires. Et donc est venu cette nouvelle ovni qui est l'album Jacaranda, avec toutes ces chansons en français et en anglais. Puis j'avais un peu de portugais dans 2 chansons. Et quand le livre a été traduit en portugais, je me dis c'est pas possible. J'ai envie d'adapter les chansons en français, la plupart en tout cas, pour le lecteur lusophone qui comprenne quand il lit les chansons aussi qui puisse comprendre le sens des chansons liées au livre. Et donc là, je me suis mise dans un nouveau défi qui a aussi du coup mis un peu plus de temps parce que je retourne en studio avec un coach, parce que c'est une chose de parler avec un accent en portugais, puis c'est une autre chose de chanter en portugais. C'est sûr. Et donc vraiment, c'était un défi énorme d'abord, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui adaptent les chansons. C'est pas des traductions des chansons, c'est vraiment une adaptation sur le sens.
et avec la même personne en fait qui est Daily Chappell, qui est mon coach qui était mon coach sur l'anglais et qui est aussi mon coach vocal. Enfin, c'est quelqu'un qui est anglophone à la base mais qui est marié avec une portugaise et qui a eu j'ai trouvé ça incroyable. Je savais même pas qu'il avait la capacité d'adapter des chansons en portugais. Puis ça a été revu par mon ami João Carlos Calisto, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Et du coup est venu, à la place d'avoir une vingtaine de chansons, on s'est retrouvé du coup avec ces adaptations en portugais avec 32 chansons. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça le projet Jacaranda. Finalement, c'est un double album. C'est ces histoires liées au livre, mais ces chansons qu'en fait, j'ai pas vraiment écrites, qui peuvent être comprises sans lire ces histoires du livre. Et des chansons, certaines sont en anglais parce qu'elles sont venues en anglais, elles sont comme ça, et d'autres qui sont en français. D'autres qui sont en français et portugais, et puis d'autres aujourd'hui qui sont devenus dans la língua de Camões, en portugais. Et en fait, j'ai pu redécouvrir mes propres chansons en les chantant en portugais. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, ouais. Oui, parce que comme tu le soulignes, c'est vrai que quand on passe d'une langue à une autre, le sens des mots, l'intention qu'on veut donner quand on fait une traduction littérale, ça ne marche que très peu. Peu importe la langue, d'où ça vient et d'où ça arrive. Et c'est vrai que on a des jeux de mots qui marchent en français, qui marcheront pas du tout en portugais ou en anglais, par exemple. Oui. Et c'est vrai que c'est important aussi de garder la même intention que tu as voulu donner en français ou que tu as voulu donner dans une autre langue. Oui, c'est ça l'intention. Et puis aussi, les accents toniques sont pas du tout les mêmes. Et parfois, ça a dû changer. Puis la façon de chanter, même la façon dont on pose la voix dans une langue n'est pas la même. Ça peut même changer un petit peu, tout petit peu. Même quand on parle dans une autre langue, la voix peut être plus grave ou plus aiguë un tout petit peu. Et dans le chant, ça joue aussi. Mais c'était en même temps un défi. C'était compliqué. Mais en même temps, moi, ça m'a donné une liberté étrange de chanter mes propres chansons sur des textes que j'avais écrits des fois il y a très longtemps, comme Ondestache. Ça, c'était un plaisir. Enfin, c'est une chanson, quand je suis rentrée de l'enterrement de mon grand-père portugais, j'étais vraiment... c'était très douloureux parce que c'était inopiné pour moi. Je dis beaucoup pour moi, il faut que j'arrête. Bah non. Ouais, m'auto-analyser. Donc, je suis rentrée chez moi en Belgique et donc j'ai écrit cette chanson Où es-tu ? Et c'est drôle que cette chanson Où es-tu ? C'est celle qui a commencé à avoir beaucoup de vues sur MySpace à l'époque dont je parlais tout à l'heure, avant l'album Pas de pareil, avant Mon pays. Et donc de cette douleur est venue une chanson qui m'a apporté beaucoup de lumière. Ouais. Et donc ça avait tellement de sens. Au Portugal, le single qui est lancé avec l'album Jacaranda, c'est l'adaptation d'Où es-tu qui est Ondestache. Et alors, du coup, chanter pour moi Où es-tu en portugais avec toute cette histoire, mon grand-père portugais, c'était vraiment beau, très très émouvant pour moi et je suis très heureuse. Et on a filmé le clip de Ondestache et bientôt on sortira aussi la version française finalement d'Où es-tu, un clip qu'on n'avait jamais eu. On a filmé notamment ce clip dans la Serra da Estrela dans la famille de mon grand-père. Et du coup, c'était vraiment très c'est très particulier pour moi. Pour moi. mais et pour le single pour la francophonie, du coup, c'est Jacaranda parce que c'est le single dont on avait envie et besoin aujourd'hui. C'est le single forcément de l'album. Je parle du Jacaranda, qui est le flamboyant bleu, qui a une importance très particulière dans l'histoire de mon père, qui finalement dans ce livre je raconte aussi et surtout l'histoire de mon père. Et le Jacaranda est porteur d'espoir, comme ça pour mon père. Raconte des histoires depuis. Il a retrouvé le Jacaranda. Il était en Afrique, mais c'était importé du Brésil, d'Amérique du Sud. Le Jacaranda se retrouve un peu partout, notamment à Lisboa. Et quand mon père a atterri à Lisboa pour aller retrouver ses racines, aller savoir de qui il est parti après dans la Serra da Estrela pour savoir de qui je suis le fils, et qu'il a retrouvé ce Jacaranda à Lisbonne, il s'est dit mais c'est fou, ce sont les flamboyants bleus qui ont marqué sa petite enfance, des histoires un peu douloureuses et heureuses. Et du coup le Jacaranda, cette chanson parle de cette arme aussi. J'ai voulu parler, c'est une chanson à double sens sur que ce soit un pays ou un enfant meurtri
rit, mais qui arrive toujours à retrouver l'espérance, et à rebondir et à sourire. On pleure, on rit, mais et en même temps cette chanson est très légère parce que des fois c'est comme ça que les choses m'ont été transmises, des histoires des fois qui sont très très douloureuses, mais tout ça m'a été transmis avec beaucoup. C'est pas de légèreté où rien n'est important, c'est pas ça, mais de façon pas pesante. Et ça, je les en remercie d'ailleurs. Enfin, je remercie moins pour les secrets, je rigole avec ça, mais c'est bon, ça fait partie aussi de l'époque. Mais au-delà des secrets, même quand ça m'a été révélé, ou en tout cas moi j'ai pris ça de façon, voilà, c'est comme ça, il y a ça, ok, d'accord, on va en parler, Et moi dans ma famille c'était un peu celle qui communiquait, qui voulait communiquer et comprendre depuis toute petite déjà. Et donc cette chanson Jacaranda, elle représente un peu tout ça, la chanson est sautillante, légèreté, avec des rythmes qui sont un peu plus d'ailleurs, parce qui rappellent les pays dont je parle dans le livre, et puis cette importance du flamboyant bleu avec ses couleurs bleu mauve et derrière parfois ces couleurs, cette légèreté, cette beauté, il y a aussi des histoires douloureuses, mais de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et mon père a choisi, on peut choisir ce qu'on fait des choses, et qui on veut être aussi, et quel impact on veut avoir autour de nous. Quand est-ce que tu nous fais une série du coup ? Oui, mais il y a des idées, il y a beaucoup d'idées pour le moment, et j'attends les bonnes personnes pour pouvoir le réaliser. Mais j'en rêve du film ou de la série Netflix. Ouais, c'est un peu un rêve ou alors une folie. Ça, en tout cas, ça m'amuserait beaucoup de pas forcément être devant la caméra du tout, mais être derrière et d'aider à concevoir ce nouvel ovni serait sympa, ouais. Ce serait très sympa. D'ailleurs, j'ai plein de personnes qui ont lu le livre, ils disent, mais je vois les images, je vois ce qu'on m'a raconté, je dis, mais je suis tellement heureuse d'avoir ce retour parce que moi, je suis très, enfin, quand j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, quand j'ai commencé à écrire, je dis, mais je suis pas auteur, moi, je suis pas du tout auteur. Non, mais non, moi, mais j'avais déjà, quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'ai dit, mais non, moi, je suis pas vraiment chanteuse, je raconte des histoires. J'ai toujours un peu syndrome, de douter, d'avancer pas à pas. Et en fait, en écrivant ce bouquin, mais moi, c'est juste, je suis plutôt réalisatrice, de tout ce qu'on m'a dit. J'ai quand même un peu écrit, mais en même temps, c'est un premier livre, donc je savais pas à quoi m'attendre, et j'ai écrit ça pour mon projet sans me dire, voilà, si j'écris un livre, je suis auteur, mais pas du tout. Mais je suis du coup très heureuse d'avoir des retours de personnes qui me disent, mais j'ai vu les images, j'étais en Afrique avec toi, là, j'ai vu ça, je vois les images encore maintenant dans ma tête, là, je vois le film, quel bonheur, parce que moi, en écrivant, c'est vraiment le bonheur que j'ai eu pendant des années. J'étais dans ma tête, j'étais dans les années 50, dans les années 60 en Afrique, en Belgique, au Portugal, j'étais partie dans toutes ces histoires qu'on me racontait assez incroyables, oui. Non, pour en revenir un peu à l'album, Jacaranda, c'est composé de plusieurs titres. Il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a même en portugais, on l'a dit. Il y en a même un qui a un nom, en tout cas le titre de la chanson est en arabe parce que il s'appelle Yalla. Comment est-ce que tu as réussi à trouver un ordre ? Comment est-ce que tu as réussi à trouver un ordre dans toutes ces chansons ? Oui, c'est assez difficile. Il faut savoir que l'ordre sur l'édition portugaise, du coup, n'est pas le même que sur l'édition française, vu qu'on ne ressent pas les chansons de la même façon. Et oui. En tout cas, sur l'édition française, ce qui était certain, c'est que les adaptations portugaises des anciennes chansons, parce qu'il y a quelques anciennes chansons comme Ondestache ou Mon Pays, qu'on a adaptées en portugais, et ça se retrouve sur l'album en édition française. Et donc j'ai choisi de les mettre toutes à la fin parce que simplement ce sont des chansons de l'ancien album, et je crois qu'il y en a 6 adaptées en portugais. Que sur l'édition portugaise, il y a vraiment l'ordre est différent parce que toutes les chansons, la plupart des chansons en français, il y a qu'une chanson, je pense, qui est pas adaptée en fait, qui sont toutes en portugais. Mais du coup, Yalla, il faut savoir que c'est un mot qui est beaucoup utilisé non seulement dans le monde arabe, mais aussi en hébreu, c'est pareil. Oui. Et donc déjà, c'était une volonté d'unité à l'époque. Et puis c'est une chanson qui m'est venue en réalité. En fait, il y a des chansons que j'ai écrites vraiment qui sont spécifiques, vraiment très spécifiques aux histoires, très très spécifiques, que je pense à tous les longs. Donc Où es-tu, à des moments vraiment très, où tu es, c'est sur ma grand-mère Angèle, vraiment sur Angélique dans le livre.
Mais Yala, elle m'a été inspirée vraiment avant, j'étais pas enceinte, donc c'est vraiment avant. Et de toutes ces histoires donc on m'a racontées où je me pensais à mon grand-père portugais qui dit mais je vais avoir un enfant, je me réjouis, Yala, on y va. Euh, et de tout cet espoir qu'un enfant peut porter. Et donc j'ai écrit ce texte et j'étais absolument pas du tout maman, j'avais jamais été enceinte de ma vie à ce moment-là. Et bien entendu, je me projetais moi-même dans c'était aussi mes propres émotions qui venaient à ce moment-là sur un enfant et cette chanson aussi elle parle aussi finalement aussi un peu de ma fille où le terme Yalla a une signification même particulière pour elle et elle sait que c'est aussi lié à elle, mais forcément dans le livre je l'ai mis au moment où ce grand-père portugais se réjouit, apprend qu'il va avoir un enfant et c'est Yalla, on y va, c'est une nouvelle histoire qu'on commence et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a là, moi j'étais baignée dans tout ce multiculturel autour de moi depuis ma tendre enfance, depuis toujours. Est-ce que tu as un titre que tu affectionnes particulièrement sur cet album, qui sont en français, en portugais, ou même en anglais, parce que y a des titres en anglais. Et forcément, je les ai écrits pour beaucoup. Les textes qui sont d'Arthur, c'est Fraxon, je vous vois depuis hier et Prends la mer. Mais Prends la mer est une chanson que finalement, j'ai l'impression de l'avoir écrite pour mon frère, vu en fait avec Arthur, on s'est parlé des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc, c'est comme la chanson Mon pays. Mais après, sur cet album, il y a un truc particulier, c'est qu'il y a une chanson qui s'appelle 120 ans. 120 ans, ma grand-mère voulait avoir 120 ans. Et des fois, elle regardait ma fille et disait oh, je vois ses jambes, je l'imagine plus tard. Parce en fait, elle me sous-entendait, je la verrai pas, en fait, très grande. J'aimerais bien la voir grandir. Et quand ma fille est née, il y a tout ça qui me revenait. Et que ma grand-mère me redisait, elle était toujours vivante à l'époque. Et donc, j'avais ma petite fille dans mes bras et toutes ces histoires et puis mon grand-père qui a pas pu voir mes enfants, tout ça. Et donc cette chanson est venue presque comme une berceuse pour ma fille où je la berçais et presque je pleurais en disant ces mots-là, en lui berçant, en lui chantant. Et c'est une chanson qu'elle connaît depuis toute petite. Et donc quand j'enregistre à la maison mes voix, j'ai beaucoup de chance parce que c'est un luxe total de chanter quand j'ai envie. On refait la voix, mais là c'est bien. Donc on se dit, avec mon mari, on se dit mais tiens là il faut chanter 120 ans. Donc ma fille était toute, elle m'entendait de loin. et il y avait un truc, je me dis non, cette chanson, et elle n'arrêtait pas de chanter ce refrain tout le temps dans sa chambre. Et j'ai dit écoute c'est bon, tu chantes le refrain. Et ça s'est mis comme ça. J'ai pas voulu mettre ma fille chanter sur l'album. Tiens, absolument pas. D'ailleurs je veux même pas qu'on connaisse son vrai prénom, parce que j'ai changé tous les noms, prénoms dans le livre. Mais ça avait beaucoup de sens et ça s'est mis comme ça. Et donc, forcément, c'est très particulier pour nous, parce que pour mon mari, pour nous deux, d'avoir une chanson où c'est notre fille qui chante le refrain. Donc, 120 ans, c'est un petit peu... Et j'ai beaucoup de retours sur cette chanson-là, sur 120 ans, qui est une chanson plus intimiste sur laquelle je ne savais pas, je ne pensais pas vraiment forcément de retour, qui est assez plus douce, plus calme, mais j'ai vraiment pas mal de retours sur cette chanson-là aussi. Voilà. Alors cet album est disponible sur toutes les plateformes pour les plus curieux d'entre vous. Il y a aussi le livre dont on a parlé. Il est accompagné de QR codes qui vous ramèneront à certaines des chansons de l'album. Quel serait le moment parfait pour écouter ton album et même lire ton livre ? Mais il y a plusieurs temps de l'album. Il y a des rythmes qui rythment finalement cet album, des rythmes d'ailleurs. Il y a quelques arrangements, quelques instruments qui sont des fenêtres ouvertes sur la musique du monde, comme le oud, qui est une guitare arabe avec quelques instants. Il y a des moments plus doux, plus d'émotion. C'est vraiment, ça dépend quelle chanson on va écouter à quel moment. Moi, je dirais que c'est un album comme c'est des chansons dont je raconte et que moi j'aime bien écouter ce type de chansons, c'est quand on voyage en voiture et qu'on regarde les paysages et qu'on peut s'évader dans ses pensées et s'évader et voyager avec les musiques.
Que dirais-tu à la Wendy Nazaré qui a 10 ans si tu pouvais lui parler? À 10 ans, oh là là, beaucoup de choses, mais je dirais que tout va bien aller, que j'ai choisi la bonne façon de m'exprimer, que ça va sans doute m'aider. On pourrait toujours se dire qu'on est plus jeune, plein de choses par rapport à que ce soit la confiance, que le monde n'est pas tout rose, qu'il y a des gens qui sont pas si bienveillants que ça, mais en même temps, j'aurais envie de garder ma propre, et je la garde encore envers les gens. Je vois tout le monde qui est équilibré, gentil. Je vais vers tout le monde de façon assez. Je vois tout le monde, personnes qui sont saines autour de moi. Et j'aime aller vers les gens comme ça. Je continuerai d'aller vers les gens comme ça, peu importe que les gens parfois ne le soient pas toujours. On n'a évidemment pas pu parler de toutes les chansons qui composent ton album, comme ça, moi, ça vous donne une excuse d'aller écouter l'album, une bonne excuse d'aller l'écouter. Mais je te propose d'en choisir un et de l'introduire. C'est difficile, hein. Comme le single qui va arriver, le premier c'était Prends la mer, c'est Gomare en portugais, mais celui qui arrive c'est Jacaranda. Je vous propose d'écouter le single qui va débarquer avec un nouveau clip le 5 décembre, qui est Jacaranda, dont j'ai parlé. Merci beaucoup Wendy d'avoir été à mes côtés. Merci à toi, c'est toujours très sympa. Merci à Fossa FM pour le soutien et au plaisir de se voir en vrai un jour. Oui, bien sûr. Et je le rappelle, ton album Jacaranda est toujours disponible sur toutes les plateformes et ton livre est également disponible. N'hésitez pas à vous le procurer ou à le mettre sur votre liste de Noël. Merci beaucoup Wendy. Oui, c'est vrai. Et oui. C'est vrai qu'il est disponible depuis peu en France, Les Flamboyants Bleus, sur commande dans les librairies, Fnac, etc. Ouais. C'est une aventure assez dingue. Oui, c'est assez dingue à partir du moment où j'ai commencé à écrire tout ce projet de façon assez intime pour moi, le chemin qu'il prend est assez dingue. Et je remercie d'ailleurs toutes les équipes autour de moi, que ce soit Taché de Presse et mon petit éditeur belge, mais qui est Grand Chronica aussi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous partager un peu de ton histoire, mais c'est vrai que je pense que tu en as dit peut-être 2% de ce qu'on pourra découvrir dans le livre, pour celles et ceux en tout cas qui le liront. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment très peu parlé des histoires, mais et si des personnes lisent le livre, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Facebook, où je réponds toujours j'adore avoir les retours des gens, s'ils ont ressenti en lisant, et surtout, j'ai pas mal de retours aussi, ça les ramène à des fois à leurs propres histoires, et c'est ça le plus beau, de partager des nouvelles histoires avec les gens que je peux rencontrer ou avec qui je peux dialoguer, voilà. Merci beaucoup Wendy pour ta bienveillance. On écoute tout de suite Jacaranda. À très vite. À très vite. Merci beaucoup Elsa. Gozas a vida sob o céu, sem hesitar, sem o medo de sentir. Respiras fundo sem parar, sem desistir. Jacaranda, jacaranda, you cry. Jacaranda, jacaranda, you smile. Jacaranda, jacaranda, you cry. Jacaranda, jacaranda, you smile. Tudo que sonhas está aqui, dentro de ti, no teu coração. Aventura por viver, por onde der. Jacaranda, jacaranda, you cry. Jacaranda, jacaranda, you smile. Jacaranda, jacaranda, you cry. Jacaranda, jacaranda, you smile. Espaço aberto para viver, pertences sem temer. Jacaranda, olhos para ver o que há de vir, transforma a noite no luzir.